Et on refait le Cameroun ce matin avec notre invité spécial, le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding. Bonjour professeur. Oui, bonjour monsieur Fopossi et bonjour à tous vos auditeurs à Douala. Bonjour à vous, Boro Bengan. Bonjour, M. Fopossi Negou. Bonjour à nos auditeurs et au professeur Messanga Nyamding. Alors, professeur, on a vu hier à l'université de Ngaoundéré et dans les rues de Ngaoundéré cette ferveur populaire qui a accompagné votre prise de service hier avec des cris de Messanga président et tout le reste. Est-ce que cela vous a surpris? Beaucoup. Parce que vous savez que il faut planter le décor. Je suis venu prendre service en Ngaoundéré. Il faut bien dire que j'ai, en violation de toutes nos lois qui encadrent la mise à disposition et les transferts de dossiers dans les universités camerounaises, été abusivement mise à la disposition de l'annexe de l'université de Ngaoundéré à Garoua. Alors je me suis dit, j'avais le choix. Soit je démissionne de l'université, je ne vous le cache pas, c'était ma première intention, et je fous le camp parce que c'est une injustice flagrante, soit je me fous une balle dans la tête parce que c'est une injustice inacceptable. Alors, avec le conseil de beaucoup d'amis, de ma famille et des personnes qui me sont très proches, j'ai bien pris conscience que j'étais membre du comité central du parti au pouvoir et qu'il fallait à ce titre que, quelles que soient les erreurs faites par l'administration, il faut respecter le principe de l'égalité. J'ai donc adopté une attitude républicaine en attendant d'épuiser les voies qui permettent que je retrouve mes droits. Et sur ce plan, je suis très optimiste. J'ai donc décidé de venir prendre service en attendant une suite qui, de l'avis de tous les experts, ne peut que m'être favorable. Alors j'ai réservé un billet d'avion d'abord pour lundi. D'ailleurs pas réservé. Les populations de Garoua m'ont offert un billet qui m'a été envoyé par votre collègue Dibaï Gatama, gratuitement. Lorsqu'ils ont su que je prenais l'avion lundi, en réservation de vol Camer, on m'a appelé, on m'a fait état de ce qu'il ne fallait pas que j'arrive à Garoua, parce qu'il y avait 4000 à 3000 personnes qui m'attendaient et ça allait poser un problème d'ordre public. J'ai donc décidé, j'ai obtempéré, et les autorités qui m'ont fait état de cela m'ont dit, bon, vous attendez. Je leur ai dit, mais comment je vais donc prendre le service? Première étape, le doyen de la faculté et les responsables de l'université m'appellent et me disent que ça ne sert à rien de venir en Ngaoundéré prendre service. Nous allons nous déplacer avec les cachets de l'université à Garoua. Et comme ça, ça va nous éviter, ça va vous éviter. Il donnait l'impression que c'est pour me faciliter la tâche, parce que je suis quelqu'un de respectable, etc. Je ne dois pas me déplacer. Bon, je dis qu'il n'y a pas de problème. Alors je leur ai dit, je viens quand? Ils m'ont donc dit, à partir de mercredi, vous pouvez venir. J'avais un vol réservé, Kamel peut témoigner de cela, mercredi à 14h. On m'a décalé et on m'a dit d'arriver la nuit. J'ai dit que je n'y trouve aucun inconvénient. Avec mes collaborateurs, j'ai donc pris le vol de nuit de 19h qui est arrivé à Garoua en pleine nuit. J'ai trouvé quelques personnes, je me suis installé. Le lendemain donc, j'ai quitté Garoua à 5h du matin pour me rendre en Ngaoundéré. Grande fut donc ma surprise de voir une foule incroyable. À l'entrée de Ngaoundéré, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent que c'est un comité d'accueil, parce que nous avons appris que vous venez finalement prendre service. Donc, que voulez-vous que je fasse? Je n'ai pas demandé
à cette foule de venir. Je n'ai rien organisé, contrairement à ce que les mauvaises langues disent. Je ne connais personne en Ngaoundéré. À l'entrée du campus, j'ai donc trouvé toutes les associations des étudiants, quelques associations des professeurs, et une foule incroyable, des griots, et la population, la gendarmerie, la police. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? On me dit que c'est l'accueil. Lorsque, au bout de 15 minutes, où je me suis quand même laissé amener à saluer les gens qui étaient alignés. Parce que le protocole spontané en question, il y avait les membres du RDPC, il y avait le professeur Kouvondo, il y avait quelques militants des autres partis qui me disaient donc effectivement que vous êtes désormais au-dessus de tous les partis. Nous sommes venus vous accueillir parce que vous symbolisez une injustice inacceptable. Voilà donc Madame le recteur, qui est ma camarade politique, parce que je connais bien Madame le recteur, nous avons battu campagne plusieurs fois ensemble, et qui dit non, ce n'est pas normal, éparpillez-vous. Comment devrais-je donc faire? Je viens prendre service, on dit que les gens ne doivent pas m'accueillir. Et c'est ce qui a donc provoqué tout le désordre et tout le mouvement que vous avez vu. Et pour continuer, finalement, on m'a amené de là, on est allé me caser quelque part et on m'a dit, si vous ne partez pas de là, vous serez responsable de ce qui va arriver. J'ai dit vraiment, Madame le recteur, moi je me plie. Je suis prêt à arrêter. J'ai demandé même aux populations de partir, d'arrêter. Parce que je croyais au départ que l'accueil avait été organisé officiellement aussi par l'université. Il y avait un monde fou. Alors finalement, j'ai dit, que devrais-je faire? On m'a dit, remonter dans la voiture. On a pris la voiture, on a amené la voiture quelque part. On m'a posté dans une pièce où il faisait à peu près 50 degrés de chaleur. 50 degrés. En attendant que la foule se disperse. Au bout de 3 heures de temps, on m'a sorti de cette salle chaude. Je suis allé prendre service. Ensuite, Madame le recteur m'a très bien reçu. Et ensuite, on m'a demandé, surtout, il y avait encore quelques personnes, une centaine de personnes hors du portail. On m'a dit, de grâce, ne dormez pas en Ngaoundéré. Je suis donc actuellement à Garoua parce que j'ai dû partir de Ngaoundéré dans l'obscurité, en pleine nuit, pour arriver discrètement à Garoua, où vous m'entendez actuellement dans une pièce. Oui. Voilà un peu la situation. Mais comment vous expliquez la réaction du professeur Euphie Tchindjé Florence, épouse Melo, qui est Madame le recteur de l'université de Ngaoundéré? Comment vous appréciez sa réaction? Est-ce que c'est de nature à plomber vos futurs rapports entre vous et votre recteur? Non. Là, sur ce point, il n'y a pas de mauvais rapport entre Madame le recteur et moi. Je puis même vous dire que Madame le recteur a eu raison de sortir parce que la situation pouvait dégénérer. Elle pouvait vraiment dégénérer. Je vous assure, si Madame le recteur ne sortait pas, on allait vivre une situation que moi aussi je ne pouvais pas contrôler. Et d'ailleurs, j'ai passé 2 heures de temps après avec Madame le recteur. On a échangé. Elle m'a rappelé les missions qui sont les miennes. On a parlé de tout, et même de notre vie politique. Je vous assure, contrairement à ce que les uns et les autres disent, j'ai pris conscience que Madame le recteur avait bien raison de sortir. Elle était paniquée, et je suis arrivé au moment où l'université de Ngaoundéré d'ailleurs était en grève. N'oubliez pas que la semaine dernière, il y avait des mouvements de grève à l'université de Ngaoundéré. Et je pense effectivement que si Madame le recteur ne sortait pas, je ne sais pas ce que cette situation pouvait provoquer. Alors, est-ce que vous avez conscience que votre destin est en train de se construire dans le même sillage que ceux de grandes figures d'histoire politique du Cameroun, comme Félix Roland Moumié, affecté à l'époque à Maroua par l'administration coloniale française? Oui, je connais cette histoire de Moumié. Il ne faut pas oublier que à Yabassi, mes grands-parents, les Kumkang Dingong, les Nyamding Tongo, étaient des grands UPCistes. Et je puis vous dire que les transformations du nationalisme qui se sont opérées
nous apprennent aussi, nous enseignent que non seulement Félix Moumié avait été abusivement affecté à Marois, mais une fois parti de là, il faut rappeler que Moumié, comme tous les autres UPCistes, ont connu l'exil, parce que Moumié finalement s'est retrouvé à Genève, où il a été empoisonné par un certain Bétien, qui était agent, il faut le rappeler quand même, un agent français qui l'a empoisonné. Et au-delà de Moumié, du côté de ma mère, le cousin à mon grand-père, au Sende Afanda, il a été tué au Maki. Parce que beaucoup ne savent pas qu'au Sende Afanda était le grand-oncle à ma mère, qui est Eton, et il a été assassiné à Yokadouma. Bon, alors c'est pour vous dire que ce qui arrive là est très violent. C'est violent d'abord parce que j'ai servi ce régime pendant 35 ans et je continue à le servir. Et malheureusement, je constate que tout ce que nous avons fait pendant 35 ans, au moment où certains me donnaient l'impression qu'il y a un poste éventuellement, je n'ai jamais réclamé le poste, hein, entre parenthèses. Personne ne peut vous dire que j'ai déjà écrit au chef de l'État ou à un membre du gouvernement pour lui dire de me donner un poste. Parce qu'il y a une confusion qui règne entre les dénonciations que je fais, parce que certains qui n'ont pas milité occupent des postes, et je suis souvent scandalisé, et demander un poste, c'est deux choses. Parce que des mauvaises langues ont crié haut et fort que chaque jour, Messanga dit, moi aussi je veux ma place, je veux ma place, je veux ma place. Je mets une seule personne, je prends qui que ce soit à témoin pour dire que j'ai déjà réclamé un poste. J'ai toujours dénoncé ce qui m'arrive actuellement, c'est-à-dire des personnes qui occupent des hautes fonctions au sein de l'administration et qui n'ont jamais été avec nous pendant nos campagnes. Et j'ai toujours rappelé cela. Alors, on a aujourd'hui la preuve. Ceux qui pensaient à un moment donné que Messanga parle trop, Messanga dénonce trop, Messanga ceci, Messanga cela, lorsque cela voulait m'accuser de tous les noms d'oiseaux. Mais regardez ce qui arrive. Prenez le cas de monsieur le secrétaire général, ministre d'État, secrétaire général à président de la République. Il n'a jamais, en 35 ans, été avec nous dans les batailles politiques. Il n'a jamais été avec nous. Chaque fois que le RDPC et tous les camarades avons battu campagne, ça fait 38 ans aujourd'hui. On s'est toujours dit oui, le président est informé, le président nous connaît tous, la petite chanson au quotidien. Au bout de 10 ans, on s'est rendu compte qu'effectivement, il nous connaît, mais rien n'est fait pour les militants. Alors nous sommes arrivés à 15-20 ans. On a dit non, c'est au prochain mandat que le président va un peu voir comment arranger les choses. Il nous connaît tous. On rebat campagne. Après, on arrive à 30 ans. On continue à battre campagne. Mais quand les choses arrivent encore, on se rend compte qu'il n'y a rien. Maintenant, ça fait 38 ans. On s'est donc retrouvé avec un gouvernement chaque fois où 90% des personnes qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision, quand je dis même gouvernement, c'est au-delà du gouvernement, 90% des personnes qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision n'ont rien à voir avec le RDPC. Ça veut dire que le RDPC bat campagne. Nous avons une idéologie qui est contestée partout au Cameroun par de nombreux compatriotes. Le RDPC, où est la rigueur? Le RDPC, où est la moralisation? Le RDPC, où est la justice sociale? Et moi, aujourd'hui, certains vont me comprendre. Je disais au Camerounais que ces gens qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision n'ont rien à voir avec notre idéologie. Et la différence qui existe entre certains parmi nous et ceux qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision, c'est que on a transformé le RDPC à une machine à gagner seulement les élections présidentielles, municipales, législatives, sénatoriales et régionales. Mais une fois les élections terminées, on ne voit plus ceux qui ont battu campagne à l'effet de mettre en application les idées de mon maître politique, le président Paul Biya. C'est une situation catastrophique sur le plan politique. On m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Et aujourd'hui, qui ne pleure pas? Tout le monde pleure. Les gens ne réalisent même pas que
les actes abusifs posés par certains collaborateurs du président de la République peuvent entraîner aujourd'hui un soulèvement. Vous comprenez? Il faut faire très attention. Les militants du RDPC, qui sont majoritairement dans le parti, sont en marge des fonctions de pouvoir et de décision. Et les gens viennent donc vous dire, mais Sanga parle trop, mais Sanga ne doit pas le dire. Voilà donc les conséquences. Aujourd'hui, Monsieur Fopossi, je peux vous dire, j'ai reçu environ 15 membres du gouvernement qui m'ont appelé. Je vous dis 15, mais des ministres militants. Écoutez-moi bien, je vous donne quelques statistiques. Une quinzaine de membres du gouvernement m'a appelé. J'ai reçu 125 coups de fil des membres titulaires du comité central, des suppléants. Ça veut dire une centaine de membres du comité central. J'ai reçu à peu près 62 parlementaires confondus entre sénateurs et, au-delà des sénateurs, les députés. Mais j'ai dit à cette masse, foutez-moi le camp. Vous avez dit que vous êtes des hypocrites parce que une telle situation, en tant que militant, en vous remerciant, bien entendu, pour ce soutien, nous ne devrions plus observer cela parce qu'au moment où nous sommes légalistes, moi voici par exemple à Garoua, parce que je suis républicain, je suis à Garoua, au moment où vous m'appelez, où je loue un meublé à mes frais qui me coûte excessivement cher. Je me suis déplacé avec une équipe de 2 assistants et de 2 gardes du corps. À mes frais. Je leur ai dit, mais vous ne comprenez pas ce qui se passe. Ce qui se passe est qu'aujourd'hui, les collaborateurs du président de la République, notamment le secrétaire général à la présidence, le ministre d'État, est en train de montrer que c'est lui qui contrôle tout. Puisque on ne peut pas se retrouver dans un système où, à ce niveau, je veux qu'on m'enlève le poste de chef de département. Je suis d'accord. Je leur ai dit pardon. J'ai même dit pardon. Ne violez pas mes droits. Parce que je veux que Orbegan et les auditeurs interprètent bien ça. Mon pardon ne consistait pas à dire pardon, nommez-moi. Mon pardon consistait à dire pardon. Ne violez pas la loi me concernant. Parce que tout le monde parle d'affectation. Je n'ai jamais été affecté. Je n'ai jamais été affecté. L'affectation signifie pour me déplacer comme un homme soit cuisinier, soit balayeur, soit recteur, soit vice-recteur, soit même doyen dans une université camerounaise. Et certains vous ont même parlé abusivement de la jurisprudence Camto. Non, les juristes se trompent. J'ai écouté un jeune juriste luisant qui dit non, il y a la jurisprudence Camto, il y a la jurisprudence Melone, c'est faux. Le ministre Camto avait été affecté au poste de doyen. La jurisprudence Mesanga Nyamding, si à terme j'ai gain de cause, va être exceptionnelle. Moi, je n'ai pas été affecté. J'ai été mise à disposition avec transfert de dossier dans une université où je n'ai signé aucun contrat. En complément d'effectif à l'annexe de l'université de Ngaoundéré à Garoua, où mon nouveau patron était chargé de cours. Mon nouveau patron, ça veut dire que vous êtes commissaire divisionnaire parce que une haute personnalité proche du chef de l'État ne vous aime pas, décide de vous nommer chef de bureau où votre patron est inspecteur de police. C'est exactement ce que je vis. Quelqu'un qui soutient le chef de l'État. Je suis corps constitué. Je voudrais vous donner parce que j'ai des titres et des qualités modestes que certains parmi vous ne connaissent pas. Le président Paul Biya a fait de certains membres du comité central des corps constitués nationaux. Je suis parmi. Résident à Yaoundé. Je suis corps constitué national en ma qualité de membre du comité central désigné par le chef de l'État, résident à Yaoundé. Alors vous voyez que non seulement on ne m'accorde aucune faveur, mais en violation de tous les droits qui encadrent le personnel de l'enseignement supérieur, on m'envoie abusivement
on me met à la disposition de l'université de Ngaoundéré. Que les gens cessent de comprendre un peu ce qui se passe. J'ai même entendu d'autres parler d'affectation disciplinaire. Affectation disciplinaire signifie que on vous affecte quelque part, on vous donne un poste, et pour des raisons disciplinaires, on peut vous envoyer partout où on veut. Ce n'est pas mon cas. En réalité, si vous analysez bien ce que je vis une déportation politique parce que le ministre d'État, Ferdinand Ngongo, estime que je ne me suis pas comporté dans un débat d'opinion. Parce qu'il faut faire attention. Contrairement à tout ce qui s'est dit à gauche et à droite, moi je suis modestement un intellectuel qui explique ce qui se passe. Monsieur Eri Fopossi, qu'est-ce qui se passe exactement dans mon cas? Il s'agit, je suis puni pour délit d'opinion. Vous comprenez? Je suis puni, je suis pourchassé, je suis persécuté pour délit d'opinion. Puisque lorsque j'ai dit, et je le reconnais, que je n'attends rien du ministre d'État Ngongo, pour qui j'ai beaucoup de respect, tant qu'il est là, je l'exprimais dans un débat à Equinox TV, qui est un débat politique en tant qu'homme politique. Qu'est-ce que cette situation, cette prise d'opinion, cette prise de position a à voir avec mon travail à l'université où, en 20 ans de service, M. Eri Fopossi, je n'ai jamais été traduit au conseil de discipline de l'université. Voilà les faits. Voilà les faits et je tenais à les dire. Okay. Maintenant que les gens crient Messanga ceci, Messanga président, Messanga cela. Alors, professeur Messanga, j'observe ça avec beaucoup de... Professeur Messanga, on a vu hier dans le comité d'accueil, entre guillemets, le professeur Koumvondo, et lorsque ces images ont été partagées, j'ai eu au téléphone le professeur Koumvondo qui m'a confié que le parti Univers s'est réuni plusieurs fois en bureau politique et le parti Univers vous a coopté comme pour être le président du parti Univers. Est-ce que vous confirmez cette démarche, ces informations sur un possible transfèrement de professeur Messanga Nyamding vers le parti Univers? Je confirme que il y a le bureau politique du parti Univers qui se serait réuni mardi dernier. Et ils ont souhaité que, en place et lieu de M. Koumvondo, que je prenne la présidence nationale. Ce n'est pas possible. Je préfère le dire tout de suite. Je suis un militant du RDPC. Mais moi, je n'aime pas, et je l'ai dit à M. Koumvondo, qui m'a fait l'aimabilité de m'escorter et de m'accompagner même jusqu'à Garoua. Et bien d'autres à l'effet de souhaiter que je prenne la tête de leur parti. Je voudrais que ceux qui nous écoutent comprennent bien une chose. Un parti politique est un rassemblement de personnes en termes idéologiques qui a pour objectif de garder ou de conquérir le pouvoir politique. La maladie de ce pays, depuis les UPCistes, vous allez voir que beaucoup ne savent même pas ce que c'est que le militantisme. Je l'ai dit en Koumvondo. Je lui ai dit, monsieur Koumvondo, j'ai été, quand étudiant, j'ai été à l'école des cadres du Parti communiste, à l'époque de Georges Marchais. J'étais à Colonel Fabien, sans être un militant, pour comprendre à l'époque ce que c'est que l'idéologie politique. Parce qu'à l'époque, quand j'étais en France, à la place Colonel Fabien, le seul parti qui offrait à tous les militants, quelle que soit votre affinité, une formation dans leur école de cadre, c'était le Parti communiste français. J'ai été pendant 2 ans à cette école. Sorti de l'école de cadre du Parti communiste français, où j'ai bien connu M. Georges Marchais, qui était mon voisin, parce que j'habitais Nogent-sur-Marne, et Georges Marchais habitait Champigny. J'ai donc rejoint, malheureusement pour ces formateurs de l'école de cadre du Parti communiste, j'ai rejoint le Parti socialiste français, où j'ai été
militant de la fédération du 14e arrondissement à Paris. À côté de personnes comme Edwige Avis, Julien Drey, et j'étais même dans ce champ fabusien, quasi mitterrandiste, mais j'ai été à côté de personnes comme Martine Aubry et des personnes comme Julien Drey et tous ces grands camarades du Parti socialiste français qui m'ont accueilli avec beaucoup de joie. D'ailleurs, lorsque j'étais au Parti socialiste français, mon frère et le camarade, le très respectable Hervé Emmanuel Koum, lui, il était au RPR. Hervé peut reconnaître que entre nous qui étions engagés déjà dans les partis politiques français, il n'y avait pas de problème. D'ailleurs, quand Hervé avait souvent tendance à me taquiner, il me disait, toi le socialiste là, moi je suis un libéral. Alors pour revenir, j'ai appris à comprendre ce que c'est que le militantisme. La maladie du Cameroun actuellement, c'est qu'on n'a plus de militants. Je vous dis que prenez très au sérieux ce que je vous dis. Quand vous voyez aujourd'hui la dernière élection présidentielle, ou alors les dernières élections législatives, faites le ratio. Vous allez voir que celui qui est sorti premier, c'était le président de la République. Le deuxième à cette élection, c'était M. Kamto. Et le troisième était incontestablement Cabral Libi. Bon, prenons nos amis, laissons de côté le président Paul Biya. Il a fait son temps, il gouverne encore, respectons le chef de l'État. Prenez le deuxième et le troisième. Le Cameroun aujourd'hui est l'un des rares pays qui voudrait une alternance politique, qui voudrait le changement. Parce que nous aussi au RDPC, les progressistes rénovateurs, nous voulons l'alternance dans le parti. Nous voulons que nos camarades qui sont au sein de cet appareil, et c'est pourquoi certains m'en veulent, passent la main. C'est le combat que j'ai commencé à mener très tôt avec Ateba Yene, parce que ce que les gens ne savent pas, en termes idéologiques, où nous sommes venus soutenir le président Paul Biya, parce qu'il avait porté une valeur qu'on appelait le renouveau. Moi, je vous explique le renouveau. Le renouveau, après le président Amadou Ahidjo, était un changement apaisé qui devait réconcilier d'abord les Camerounais entre eux. Parce que n'oubliez pas que lorsque le président Paul Biya arrive au pouvoir, ce pays a des exilés. Moi, j'ai connu Abel Eyinga comme exilé. J'ai connu Anissé Kane, Suzanne Kalalobe, Ndé Toumaza, Mongo Betty. Ce sont des gens que je fréquentais, malgré le fait que je sois après devenu le patron du parti à Paris. Suzanne Kalalobe vit encore. Abel Eyinga vit encore. J'ai été en tant que patron du parti à Paris, et Abel Eyinga l'a dit, celui qui suis allé le voir lors des conférences qu'il tenait tous les samedis à la rue de Charonne. J'avais à peine 20 ans. Et c'est moi qui ai négocié pour que le Cameroun remette un passeport à Abel Eyinga. J'ai connu des gens comme Elenga Bouenga. Mais les gens ne savent même pas qui est Elenga Bouenga. C'était un exilé que moi je rendais visite, qu'on appelle Moukoko Priso, parce qu'à un moment donné à Paris, tous les opposants, parce qu'ils avaient peur d'être assassinés, avaient pris des pseudonymes. Les commandants Kissamba, les Elenga Bouenga de son vrai nom, Moukoko Priso, et bien d'autres, tout en étant engagés comme militants. À partir du renouveau, moi j'allais leur rendre visite. Kalalobe vit encore, Anissé Ekane vit encore. Anissé peut témoigner que quand j'avais 24-25 ans à Paris, lui il était exilé. Anissé peut témoigner que tout en étant au RDPC, j'allais lui rendre visite. Anissé, j'ai connu Anissé étudiant. J'étais à Sciences Po, où je faisais mes études. Un jour, à la rue de Saint-Père, en plein hiver, je ne peux pas oublier cette période, 1986, je vois des Noirs qui distribuent des tracts et qui parlent de l'assassinat du régime de Yaoundé, qui Bayonne. Quand je prends le tract, ce sont des Camerounais. C'était Kalalobe, en plein hiver, et Anissé Kane qui condamnait
les exactions du président Paul Biya. Et j'ai donc voulu comprendre ce qui s'est passé. Et j'ai dit aux uns et aux autres que mon engagement auprès de Paul Biya est pour qu'il mette en œuvre les 5 piliers du renouveau. Comme on parle des 5 piliers de l'islam. Le renouveau a 5 piliers. J'ai tous les documents. 1. La rigueur. 2. La moralisation. C'était les piliers centraux que le président Paul Biya a portés pour les Camerounais. Et il y a 3 piliers transversaux qui devaient accompagner le renouveau. Après la rigueur, la moralisation, le premier pilier transversal était la justice sociale. Les gens disent que le RDPC n'a pas d'idéologie, c'est pas vrai. Le président est venu pour le libéralisme communautaire que nous qui étions déjà des militants accomplis. Je suis un homme de gauche, je suis un humaniste. J'ai dit, mais tiens, on doit accompagner ce monsieur. Alors il y a eu donc la rigueur, la moralisation, la justice sociale, l'ouverture démocratique. Prenez les documents lorsque Paul Biya, le président de la République, arrive au pouvoir. Le 4e pilier, il a parlé d'ouverture démocratique. Ça veut dire que quand il arrive à Paris, et c'est là où j'ai complètement basculé, je ne peux pas oublier cette date. En octobre, je me rappelle encore, 1985, je pense si ma mémoire ne me trahit pas, mais j'étais à l'ambassade lorsque le président Paul Biya a dit à la diaspora que désormais, pour exprimer vos idées, vous n'avez plus besoin de prendre le maquis. On a hurlé. N'oubliez pas que je suis un Camerounais de la diaspora. Je suis un Camerounais de la diaspora qui suis courageusement rentré. Alors que je suis marié à une femme guadeloupéenne qui est magistrat avec des enfants. Et je ne suis pas revenu au Cameroun comme un vulgaire Camerounais qui venait chercher le travail. J'ai été recruté à l'université par le ministre d'État Jean-Marie Atanamebara, qui est venu en France. Il a fait une campagne pour le retour de la diaspora. Dans mon cas, nous étions 6. Octave Ndjoukoun, qui était professeur d'économie, Pierre Gahan, qui est devenu préfet, qui était vice-président de l'université catholique de Lille. Il y avait Ngele est reparti. Il y avait Peignet qui est aussi reparti, etc. Et il y avait moi. Des 6 qui avons pris l'avion le même jour, je suis le seul qui suis resté. Je suis resté pour des raisons politiques, c'est vrai, mais aussi pour les raisons de famille. Parce que mon père a eu 14 enfants. Je suis le seul garçon, 13 filles, un seul garçon. Alors, professeur. Et il fallait donc que je termine sur ce point. Oui. Et il fallait donc que le 5e pilier, je vous le rappelle, c'est, comme j'ai dit, le 5e pilier était le rayonnement diplomatique. Faisons donc le bilan. Permettez-moi, donnez-moi 1 minute. Oui, allez-y rapidement. Oui, allez-y rapidement. Bon, 38 ans après, 38 ans après, quel est le bilan du renouveau? Allons-y pas à pas. Où est passée la rigueur? C'est ce que je pose comme question à mes camarades. Où est passée la rigueur? La rigueur, c'était la rigueur dans la gestion des affaires. Aujourd'hui, les hauts cadres volent comme des souris. Et c'est pourquoi ils estiment que est-ce que j'insulte? Quand je viens sur un plateau, en tant qu'homme politique, et j'ai dit, sauf vol, cette kleptomanie qui a fait à un moment donné du Cameroun le pays le plus corrompu du monde. Ce n'est pas une honte quand vous êtes un militant sérieux. Ce n'est pas la preuve que certains ont idéologiquement trahi le président. On vous dit qu'il parle trop. Deuxième étape, la moralisation. Où est-ce qu'elle est passée? Comment on recrute au port de Douala? Comment on recrute à la Camer? Comment on recrute à la SNH? Comment on recrute à la SIC? Comment on recrute au crédit foncier? Je peux vous citer une vingtaine de sociétés d'État où on n'a jamais vu, dans un pays qui aspire à devenir émergent, un communiqué pour dire le port de Douala recrute. Et on fait la publicité de tous les secteurs où le port recrute. Le port de Kribi recrute. Allons-y maintenant toujours dans cette moralisation. Ça a entraîné
il y a un pacte qui est en train de détruire toute la société camerounaise. Je n'ai rien contre les réseaux, quels que soient ces réseaux. Je crois que tout le monde me comprend. Mais quel est ce pays où vous soutenez le chef de l'État, vous battez campagne, nous avons des députés, nous avons des majorités partout, mais personne ne met l'accent sur la moralisation après chaque campagne. Regardez comment les jeunes aujourd'hui, on paye. Ils vont encore dire que c'est une injure. Mais les gens qui nous écoutent dans certains lycées et collèges, moi-même qui vous parle, je connais de nombreux parents où j'ai souhaité qu'ils occupent des postes parce qu'ils étaient professeurs pendant 20 ans. Il y a un qui est venu me dire que toi, tu es un salopard, tu rêves. Je viens d'être nommé proviseur, je m'abstiens de citer ce lycée, mais moi j'ai donné 3 millions. Donc je n'ai plus besoin de ton titre de membre du comité central. C'est la moralisation. La moralisation dans la gestion. Regardez les projets structurants. Je suis dans la moralisation. Où est Meuverle? Où est Mekin? Où est Lompanga? Et regardez même ce qui me vaut en partie la déportation politique dont je suis victime. C'est parce que j'ai, semble-t-il, exagérément dit que les gens qui ont initié les chantiers de la CAN ont volé. Vous comprenez? Aujourd'hui, on vous parle d'une enquête Covid. Comment on peut commencer par une enquête Covid alors qu'il y a les scandales de la CAN? Voilà ma position politique. En relation avec les grands principes énoncés par le chef de l'État. Comment on peut comprendre que dans cette moralisation, le stade de Japoma que vous voyez là, les Camerounais sont devenus tellement opportunistes et naïfs que ils ont même oublié que ce stade devait avoir des cours de tennis. C'est moi qui vous dis. Parce que je soutiens Paul Biya. Parce que je suis un vrai militant du RDPC. J'ai le droit de le dire en tant qu'homme politique. Les gens font la confusion entre leur titre administratif, où la gestion est parfois bancale des affaires de l'État, et un homme politique qui a soutenu un président. Allons-y au point 3, la démocratisation. On a lancé la démocratie. Oui, est-ce qu'elle existe? Oui. Pour moi, c'est le plus grand succès du renouveau. Mais regardez maintenant où va la démocratie en matière de liberté d'expression. Regardez, mon affectation est en violation des principes démocratiques où le président nous a dit qu'on pouvait s'exprimer. Dans les débats, je vais accepter vous donner cette interview parce que la liberté d'expression est reconnue par la Constitution. Comment on peut donc comprendre qu'un membre du comité central qui s'est battu 30 ans après pour le président, la récompense qu'on me donne après la dernière campagne des grandes opportunités, c'est de me dire d'aller à Garoua Maroua. Et en violation des textes qui encadrent la mobilité du personnel de l'enseignement supérieur. Et les gens vous disent qu'il a été affecté. Je vous épargne donc de la justice sociale. Vous comprenez? Qui peut parler 38 ans après d'une justice sociale accomplie pour matérialiser la justice sociale? Le président Paul Biya a mis en place des hôpitaux. Combien de gens vont se soigner dans ces hôpitaux qui ne ressemblent à rien? Le président Paul Biya, pour matérialiser la justice sociale, a créé institutionnellement des lycées. Quels sont ceux qui construisent ces lycées? Les parents d'élèves payent des pensions exorbitantes. On vous dit l'association des parents d'élèves, l'association des parents d'élèves. Ce sont les parents aujourd'hui qui construisent les salles de classe dans les lycées publics. Vous avez vu ça où? Dans quel pays sérieux les gens vous disent qu'on a créé un lycée ici, un collège ici, une école ici, et c'est les parents qui se mettent à cotiser pour qu'on mette la toiture? Ce n'était pas ça le renouveau. Ce n'était pas ça le renouveau. Je suis un homme politique et un vrai homme politique militant du RDPC. Maintenant, terminons avec le rayonnement diplomatique. Voilà ce qu'on me reproche. Voilà ce que les fonctionnaires qui ne battent pas campagne, mais qui occupent les gros postes aujourd'hui au palais et au gouvernement me reprochent. Mais le rayonnement diplomatique est mort. Est-ce que vous réalisez que
Lorsque vous observez, moi je suis professeur de relations internationales. Alors, je vous dis dans mon domaine. Pour ça, on marque une courte pause avec nos obligations. On vous reprend sur la question du rayonnement diplomatique. À tout de suite, voilà, messieurs. Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Oui, on va continuer l'entretien, le temps d'accueillir la revue de presse. Vous étiez en train de parler du rayonnement diplomatique du Cameroun. Bien. Madame, en tant que spécialiste en relations internationales, vous savez, dans le champ de la diplomatie de développement, nous sommes 4 au Cameroun. 4. Il y a moi-même, il y a le professeur Pondi, il y a Mathias Eric Ouonangini et il y a le professeur Ntoula Bodé. En matière de relations internationales de développement, donc les questions de la diplomatie de développement. Mais je vous assure que je vous fais 2 remarques. Le rayonnement diplomatique est en train de mourir. Je vous fais observer techniquement quelque chose. Prenez la dernière décennie. Nous sommes aujourd'hui en 2011, 2021. Prenez 2011-2021, vous prenez cette décennie. Vous avez vu un chef d'État, combien de chefs d'État étrangers vous avez vu au Cameroun? Combien de hautes personnalités à l'échelle de secrétaire général des Nations Unies ou des grandes organisations internationales soient venus au Cameroun? Regardez ce qu'on appelle en diplomatie. Il y a la diplomatie bilatérale. Ça concerne les États. Combien de chefs d'État sur le plan stratégique aujourd'hui et l'accompagnement du développement ont invité notre président à l'étranger? C'est l'échec de ses collaborateurs qui ne savent même plus comment on manage diplomatiquement un pays. Dites-moi, prenez ces 10 dernières années. On voit les Ouattara aller aux États-Unis, les Ouattara aller en France, les Idriss Déby aller en Allemagne, etc., etc., etc. Vous pouvez me dire ces 10 dernières années, où est-ce que notre président de la République, qui est un homme respecté, devant le monde à travers ça, vous pouvez me dire où, quel grand chef d'État le président Paul Biya a rendu visite ces 10 dernières années? Ça, c'est au niveau de l'action bilatérale, c'est-à-dire les relations État à État. Bon, maintenant, à l'échelle même africaine et internationale, toujours entre les États, vous pouvez me citer un seul grand chef d'État qui est venu nous rendre visite au Cameroun? Vous voyez que sur ce premier point, il y a des problèmes. Maintenant, au niveau de l'action multilatérale, le multilatéralisme, ce sont les relations qui encadrent les États et les organisations internationales. Moi, j'ai vu récemment le secrétaire général des Nations Unies aller ici et là et promouvoir des personnalités de certains pays africains comme aux représentants de l'ONU dans le monde. Où sont passés les Camerounais? Au FMI, au sein de la Banque mondiale, au sein du PNUD, au sein du BIT, etc. Je peux vous en citer. Alors le dernier point pour vous montrer l'échec du rayonnement diplomatique, c'est au niveau même de nos ambassades. Aujourd'hui, lorsque vous observez ce qui se passe à l'étranger, nos ambassades sont devenues des mouroirs, des hauts lieux où on ne vend que le bâton de manioc, le tapioca, avec des diplomates complètement clochardisés. Vous avez des missions diplomatiques où vous trouvez maximum 2 diplomates de carrière. Voilà donc des problèmes qui m'ont amené à militer. D'accord. À militer. D'accord, professeur. On va s'arrêter là et on va prendre la revue de presse et puis on reviendra à vous. Merci, madame. Merci pour cette forme que vous avez ce matin, Marcelin Gansop sur Radio Equinox. Madame, monsieur, on poursuit cette émission avec notre invité spécial ce matin, le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding, qui a donc pris service hier à l'université de Ngaoundéré, lui qui a été mis à la disponibilité de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Ngaoundéré, annexe de Garoua. On va poursuivre cette
cet échange avec le professeur Messanga Nyamding dans un court instant parce que beaucoup de choses à dire ce matin. Alors professeur, nous poursuivons avec vous sur cette émission ce matin. Professeur, quelques réactions suite à ce que vous vivez comme situation. J'aimerais vous reprendre justement cette question. La situation du professeur Messanga était prévisible. Lorsque vous soutenez la dictature qui nomme les enseignants, vous ne pouvez pas vous attendre à rien d'autre. Le professeur Messanga peut s'estimer heureux car le régime lui a permis d'être professeur titulaire sans véritables travaux scientifiques. Que répondez-vous à cela, professeur? C'est malheureux. Et c'est pourquoi je vous parle de la méchanceté des Camerounais. Je vais vous dire quelque chose, monsieur Éric Fopossé. Certains ennemis à moi ont fait toutes sortes de montages sur ma personne lorsque cette affaire s'est déclenchée. Je vous prends un exemple. En direct de votre radio, vous n'avez pas vu des vidéos où quelqu'un disait que j'ai fait le probatoire 4 fois ou 5 fois et j'avais été collé? Je suis tout ce qui s'est dit et tout ce qui s'écrit contre moi. Je vous répète que il y a trop de bruit là, je ne vous entends plus. Non, on vous entend très bien, professeur. Oui, mais il y avait beaucoup de bruit et moi je n'avais plus de retour correct ici. Ok. Bon, alors je vous prends un exemple. Il y a des vidéos qui ont circulé, monsieur Fopossi, vous qui êtes un homme de communication, que Messanga Nyamding a été collé au probatoire 4 fois, 5 fois. Vous n'avez pas vu par hasard ce genre de vidéo? Je voudrais vous dire que si vous avez sur votre antenne un seul Camerounais qui a été dans un lycée ou dans un collège camerounais avec moi, où j'ai été collé au probatoire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, que ce Camerounais vous écrive et vous dise que Messanga Nyamding était avec moi et il a fait le probatoire 2 fois, 3 fois, 4 fois. Vous savez, monsieur Fopossi, je ne me vante pas. Je suis parti du Cameroun à 16 ans. 16 ans. Et je voudrais vous dire que certains, dans le même élan, n'avez-vous pas appris que Messanga Nyamding a un faux doctorat, a des faux doctorats? Monsieur Fopossi, je parle sur vos antennes. Je suis le seul professeur dans tout le Cameroun titulaire de 2 doctorats de régime, un doctorat en sciences politiques, de Sciences Po INALCO de Paris, où j'ai été major de ma promotion et où, je voudrais le préciser, j'ai obtenu le prix d'excellence de l'université de l'Académie de Paris. Monsieur Fopossi, je suis titulaire d'un 2e doctorat parce que j'ai fait de la première année jusqu'au doctorat, alors que je faisais parallèlement mes études de relations internationales. J'ai fait toutes mes études à la Sorbonne. Je suis étonné que, alors que je suis entré à l'université à Paris à 18 ans, avec mon fils aîné, marié à une Française, mon fils aîné aujourd'hui a 30 ans. Et vous voyez donc que, en même temps que j'obtiens mon permis de conduire en France à 18 ans, j'entre à la faculté de droit et de sciences politiques de la Sorbonne. À 18 ans, les gens me voient au Cameroun en train de refaire le probatoire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ramené sur les travaux. Monsieur Fopossi, je suis arrivé en France quand j'ai terminé mes 2 thèses. Je ne suis pas venu au Cameroun comme demandeur d'emploi. Monsieur Fopossi, permettez-moi de répondre à ce monsieur rapidement en 30 secondes. J'ai été qualifié maître de conférence des universités françaises en 1996. La France m'a affecté à l'université des Antilles-Guyane où je suis resté de 1997 à 2001 lorsque
mon pays m'a appelé, où on m'a pris ici au grade de chargé de cours. Revenons donc sur mes travaux. Monsieur Fopossi, donnez-moi la possibilité de vous envoyer tous mes travaux. Comment je suis passé maître de conférence des universités françaises camerounaises. On m'a rétrogradé au Cameroun. Allez sur Internet. J'ai 5 ouvrages collectifs. Allez lire l'ONU Vue d'Afrique, publié à Freddy. Allez lire une guerre africaine, la guerre d'Irak. On a un petit souci avec la connexion. Donc, allô? Oui, professeur, d'accord. Non, c'est bon, c'est revenu. Okay. C'est revenu. Allez lire, permettez-moi. Allez lire Repenser le développement à travers l'Afrique. Co-publié avec le professeur Pondi. Maintenant, en dehors des ouvrages collectifs, je vous cite mes ouvrages personnels. Je ne peux pas vous les citer tous. Je vous cite quelques-uns seulement. Allez lire aux éditions Ibis Rouge, Phénoménologie du droit dans les relations internationales. Allez lire mes 3 derniers livres. Allez lire, j'ai publié dans l'une des meilleures éditions anglaises. Ceux qui nous écoutent, je prie aux auditeurs, parce que le bavardage c'est une chose, la réalité en est une autre. Allez dans Amazon, tapez Amazon. Vous tapez Pascal Mesanga Nyamding, vous allez voir que mes ouvrages publiés dans l'une des meilleures éditions en Angleterre sont épuisés. Si vous allez lire, vous tapez Mesanga Nyamding, vous lisez Mondialisation et nouvelles contraintes étatiques. Je vends ces livres en Europe. Allez lire, toujours allez à Amazon. Vous pouvez commander ces ouvrages. Vous allez lire l'État et la régulation sociétale au miroir de l'anthropologie. Et enfin, je vous cite un dernier livre. Allez lire Panafricanisme panafricanisme et intégration régionale. Dans une des meilleures éditions anglaises. Je ne publie pas comme certains vont faire l'auto-édition au quartier. J'invite ceux qui ont écouté ça de taper Pascal Mesanga Nyamding. Vous allez à Amazon. Mon dernier ouvrage, Mondialisation et nouvelles contraintes étatiques, a été préfacé par le ministre Jacques Famendongo. Vous savez, pour passer professeur, je vous dis, il faut 6 articles seulement. C'est parce que les gens sont paresseux. Moi, je ne publie pas pour passer professeur. Allez voir ce que j'ai fourni comme article. On demande 6. Allez lire, je ne peux pas vous parler de mes travaux. Et je vais conclure en vous disant, ce monsieur ne sait pas comment fonctionne l'université. Je suis l'enseignant qui publie le plus actuellement. La ligne. Nous avons retrouvé professeur Mesanga Nyamding. La question qu'on va poser maintenant, professeur, c'est de savoir comment vous abordez l'avenir. Oh, avec beaucoup d'optimisme. Vous savez, j'ai été influencé par François Mitterrand. Vous savez, Mitterrand, lorsqu'ils ont effectué le congrès d'Épinay en 71, pour les auditeurs, le congrès d'Épinay, c'est le congrès qui avait été initié par Mitterrand, qui a réussi à se rassembler toute la gauche. Le 10 mai 1981, lorsque François Mitterrand est arrivé à la tête de l'État français, il y avait à ses côtés Michel Rocard, il y avait ses alliés communistes Georges Marchais, André Lajoigny, et Mitterrand leur a dit ceci: pour faire la politique, il faut être un esprit. Vous savez ce que ça veut dire? Un esprit, c'est ce que ceux qui nous gouvernent ne comprennent pas. Et on ne contrôle pas un esprit. Le système politique africain, malheureusement, s'est construit sous le prisme du contrôle des personnes qui mènent, qui occupent certains postes de pouvoir et de décision. On ne peut pas me contrôler. Parce que un esprit, c'est l'esprit qui apporte la construction de l'édifice. L'Europe, l'Amérique et certains pays africains se sont construits parce qu'il y avait des esprits. Et puis les gens oublient quelque chose. Je suis chef traditionnel de Yabassi Centre. Vous voyez, la malchance que mes adversaires ont, c'est que eux, ils ont choisi une autre spiritualité. La spiritualité des Blancs. La mienne
est égypto-pharaonique. Et elle me projette vers ce que nous on appelle le Mbok, le Ndjeki. Et avec tous ces rites, quand vous allez en politique, accompagné du militantisme, vous ne pouvez que voir l'avenir avec beaucoup d'optimisme. Et je voudrais accompagner Mbombok Okbegan, que je remercie parce que c'est un chercheur. En matière de relations internationales et de diplomatie, je vous dis, mes collègues qui sont à Douala, à Yaoundé, à Garoua m'écoutent, personne ne peut battre Pondi et moi. Je vous dis que je domine mon secteur. Vous voulez que je vous révèle quelque chose, monsieur Éric Fopossi? J'ai mis, avec le professeur Jean-Emmanuel Pondi, nous avons mis dans le jeu scientifique, je suis l'inventeur de 2 théories. 2. Je suis porteur et j'ai inventé avec Pondi une théorie qui fait école partout. La théorie de la démarginalisation. Et j'ai également mis en place une 2e théorie en sciences politiques. La théorie du structuralisme négro-africain. Une théorie qui s'oppose au structuralisme, au constructivisme structuraliste de Bourdieu. Vous savez, les enfants aujourd'hui, quand vous arrivez à l'université et dans nos facultés de sciences politiques, tous, avec mes collègues professeurs pour certains, ils ne vous parlent que du réalisme, du constructivisme, de l'intergouvernementalisme. Stanley Hoffman, et je ne sais pas moi, Hans Morgenthau, Machiavel. Pondi et moi, nous avons cassé ça. Nous avons démontré à ces jeunes que il faut aussi parler d'une science politique africaine qui peut structurer notre interconnexion avec l'Occident. Et je termine sur ce point pour vous répondre. Je suis optimiste parce que à l'IRIC, le fameux département de l'intégration et de la coopération pour le développement, c'est moi qui l'ai inventé. C'est moi qui, au conseil de l'université, à l'IRIC, le professeur Mouelle, comme directeur de l'IRIC, peut être témoin de ce que j'ai dit, mais quelle est cette école de relations internationales où on apprend que le constructivisme et le réalisme, les théories positivistes aux étudiants? Je leur ai dit, lorsque vous parlez de Badi, Bertrand Badi a été mon professeur en France. Marcel Mel a été mon professeur en France. Ce sont les réalistes, Moreau Defarge et les autres. Mais ils ont été mes professeurs. Jamais je n'ai vu ces gars dans les amphis en France me parler de la diplomatie du développement. Ce sont ces gens-là qui m'ont formé. Moi, je suis en rupture avec vous. Vous citez Luc Sunjoun, vous citez X, vous citez X, qui m'ont fait embrasser ce que moi j'ai appris en France. Il faut casser ça. J'ai donc mis en place ce département qui a été validé par le ministre Jacques Famendongo. Jacques Famendongo dit encore. Alors regardez, parce que les gens me détestent. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé nommer à la tête de ce département quelqu'un qui se pose aux relations internationales africaines. Je n'ai rien contre ce garçon. Mais il ne sait rien des relations internationales du développement. Parce qu'on voulait chasser M. Nyamding, envoyez vos micros à l'IRIC. Donc vous voyez que ce pays, ces gens s'en foutent. Ils s'en foutent des étudiants. Ils s'en foutent de ce que peut devenir ce pays pourvu qu'ils atteignent leurs objectifs. Pour ce qui me concerne, je vous assure, malheureusement, Eric, et je termine sur ce point-là, parlant de l'avenir, c'est la faute des journalistes. Vous, journalistes, et dans les médias, vous n'organisez pas en France des émissions où vous pouvez dire le problème des enseignements du droit au Cameroun. Vous prenez 2 professeurs de droit, vous les mettez en face, ils débattent. Vous voyez celui qui a vraiment des choses à dire et celui qui n'a pas de choses à dire. Vous pouvez le faire sur toutes les disciplines. En sociologie, en histoire, en droit, en relations internationales. Vous allez voir que vous allez sauver ce pays. Les professeurs doivent débattre entre eux, discipline par discipline. Je suis prêt. Je n'ai un seul professeur qui me conteste, par exemple, en droit public.
Je voudrais vous dire que j'enseigne également à l'université de Douala, à la NES de Yabassi, le droit et la science politique. Lorsque on m'a pris là comme enseignant associé, mais j'ai mis sur la table du recteur mes 2 doctorats. Allez vérifier à la Sorbonne si je ne suis pas docteur en droit public. Allez vérifier à Sciences Po Alco si c'est un blanc qui avait été docteur en droit public à la Sorbonne. J'ai des collègues qu'on invite ici, à soi, ailleurs. Je vois comment tout le monde le vénère. Parce qu'on dit que c'est un professeur de la Sorbonne. C'est un docteur de la Sorbonne. Moi, on ne m'a jamais élevé au rang d'enseignant de la Sorbonne. Parce qu'en Occident, il y a 5 universités qui brillent. Il y a aux États-Unis. Une matinale pas comme les autres. Bonjour chez vous, c'est un réveil pas comme les autres. Bonjour chez vous sur la 93 FM Radio Equinox. Merci de nous retrouver sur Radio Equinox. Notre invité exceptionnel ce matin, professeur Pascal Charlemagne Messenga Nyamding. Professeur, on vous a retrouvé. Alors, la question qu'on aimerait vous poser maintenant, c'est de savoir, est-ce que vous pourrez vous plaire à Garoua? On a vu des images de vous qui marquent votre proximité avec les gens d'en bas. On vous a vu manger les pâtes de porc avec évidemment le pain. Les pâtes de bœuf, pardon, excusez-moi. Je ne sais pas où j'ai la tête. Excusez-moi. Donc, est-ce que vous pouvez vous plaire à Garoua pour ça? Écoutez, je prends conscience que Garoua est une très belle ville. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais descendre à l'annexe. J'espère qu'il n'y aura pas de foule parce que je voudrais sortir dans la plus petite discrétion. Je dois rendre visite aussi à quelques lamidos. Garoua, c'est la ville du président Maïcho. Et je peux vous dire que les peuples du septentrion sont différents de nous. Mon passage ici m'a bouleversé. Ce sont des gens entiers. Ce sont des gens sincères. Et ce sont des gens justes. Vous avez remarqué que sur le plan politique, le Grand Nord a donné 47% sur les 71% de voix que le président Paul Biya a obtenu aux dernières élections. Le Grand Centre, avec cette région, n'a donné que 24% au président. Alors, quelque chose m'a bouleversé. Je me suis dit, mais en tant qu'homme politique, comment on peut expliquer la victoire du président? Vous savez ce que j'ai réalisé en tant qu'homme politique et politologue? Non. J'ai découvert que tous les partis qui soutiennent le président ici et qui l'accompagnent vers la victoire sont les partis de l'opposition. Il y a le MDR de Dakole Daïsala, il y a l'UNDP de Belobou Baïmagari, il y a l'ANDP de M. Moustapha Amadou, il y a le FNNC d'Issa Tirouma. Moi, alors regardez l'analyse que je fais. Je constate que le NDPC en tant que parti, lui tout seul, ne peut pas s'implanter ici parce que les gens qui militent en son sein, comme c'est le cas au Grand Sud, sont des menteurs et pour la plupart ne sont pas des militants. Donc c'est une coalition de l'opposition qui soutient le président. Ce ne sont pas les militants du RDPC qui incitent à la victoire du président. Première remarque. Deuxième remarque aussi, ici les gens du Nord suivent leur leader. Ils sont très fidèles. Hein? Je vous assure, quand vous voyez une ville comme Gaoundéré, et beaucoup ne savent pas que la région, je dis région au Cameroun, la seule qui est tombée entre les mains de l'opposition, alors que majoritairement, les conseillers municipaux sont du RDPC, c'est la Yamawa. Ça veut dire que même lorsqu'ils sont militants du RDPC, lorsque vous déconnez, ils vous lâchent. Mais regardez ce que je vous demande. Je vous montre en tant que politologue et en politique que ce sont des opposants, une coalition qui discipline le président Paul Biya et le RDPC. Et je vous assure, si le président Paul Biya et nous qui sommes au RDPC affichons le type de comportement qu'on voit dans le Grand Sud, à Douala, à Yabassi, à Ebolova, à Erondo, Paul Biya ici, les gars vont le lâcher. Vous voyez, regardez ce que je vous demande. Ramenez maintenant au Grand Sud. Vous allez voir que, au sein du gouvernement, la plupart des ministres de Garoua sont de l'opposition. Donc vous voyez que ce sont les hommes politiques de l'opposition, les leaders du parti, qui soutiennent Paul Biya. Bello est un leader de parti. Moustapha Amadou est un leader de parti.
Le sénateur du MDS Akole est un militant du parti. Et vous allez constater que même Issa Sirouma est un militant du parti, ramené au Grand Sud. Chez nous, ça ne marche pas au Grand Sud. Parce que ce ne sont pas des militants qui sont nommés dans le camp du RDPC. Donc vous voyez qu'au gouvernement, nous avons une coalition d'hommes politiques venant tous de l'opposition, quand j'ajoute des personnalités comme Jean de Dieu Momo, et qui ont en face au gouvernement des personnes qui ne savaient rien de la politique. Vous comprenez donc la faiblesse et le hold-up que certains ont fait sur le RDPC. Ça veut dire que nous pouvons avoir des alliés bien politisés, mais nous ne pouvons pas mettre dans la bataille au gouvernement, dans la coalition gouvernementale, des militants. Ça veut dire que Garoua m'a beaucoup donné de leçons et je continue à penser que, normalement, pour vous dire la vérité, ma posture scientifique, ma spécialisation n'existe pas à Garoua. Vous comprenez, je peux venir, je peux leur donner un coup de main, je peux mettre en place des relations internationales de développement, je l'ai dit à madame le recteur, mais au rang où je suis enseignant permanent à l'IRIC dans le plus grand pôle de relations internationales africaines. Donc, objectivement, je n'ai rien à foutre ici. Vous comprenez? C'est une déportation politique. Et je termine en vous faisant remarquer quelque chose. J'ai une centaine d'étudiants. Nous sommes en pleine année académique. Que j'encadre en master, que j'encadre en thèse, et que j'encadre dans d'autres travaux et des publications. En plein mois d'avril, d'ailleurs, j'ai terminé avec le recteur hier, il n'y a rien à faire pour l'instant, sinon tout vous clôturer. Tous les universitaires sérieux qui nous écoutent savent que les programmes académiques de charges d'enseignement et de recherche se font en début d'année. Tout le monde le sait quand vous êtes un peu rigoureux. Alors vous voyez que j'ai mes cours à l'IRIC. Je merci, on m'a dit que je peux maintenant revenir à l'IRIC comme enseignant associé en attendant les décisions de droit, parce que je ne vous cache pas que je suis en train de mettre en œuvre toutes les voies possibles, c'est-à-dire d'abord ce qu'on appelle il y a un souci à exécution qui est pendant, et puis entre autres nous avons également un recours gracieux. Ça veut dire que le ministre de l'enseignement supérieur, qui est mon ami, qui est mon ami, pas que c'est mon ami, hein. J'ai tellement bossé politiquement avec pas mal de vous. Je n'en crois pas ma tête. Mais professeur, est-ce que c'est un problème de personne? Vous ne voyez pas que c'est un problème de système? Votre aîné, Ndiomwele, peut-être lui ne parle pas comme vous, il en est victime. Je parle Valentin Gandongo, Didier Olinga, Mono Ndiana, ils en ont subi les affres avant vous. Ce que vous dites est vrai. Et c'est pourquoi je vous démontre que est-ce qu'on a encore même les intellectuels au Cameroun, des universitaires? Vous avez des universitaires qui pensent que c'est bien fait pour moi, mais ils oublient que le cadre académique bénéficie d'une immunité de recherche. Ça veut dire qu'il y a des comportements qu'on ne peut pas afficher à l'égard d'un enseignant des universités. Moi, j'ai vu ce que vous dites est tellement pertinent. Il y a une violation du couloir académique grave. Mais tous sont là. Mais c'est normal. Parce que je veux aussi vous dire quelque chose. Les postes de recteur sont politiques. Le recteur qui va ouvrir sa bouche, on le dit. Le doyen qui va ouvrir sa bouche, on le dit. Le problème est qu'aujourd'hui, nos responsables académiques, pour la plupart, je les ai aussi observés. Permettez-moi de vous faire encore une remarque par rapport à votre brillante observation en bon. J'ai constaté que tous les recteurs, en majorité, je dis bien tous, en majorité, tous les chefs d'établissement, pour la plupart, vous disiez qu'ils sont neutres. C'est-à-dire que ces collègues vous disent que moi je suis chef d'établissement, je ne fais pas la politique. Moi je suis recteur, je ne suis pas la politique. Qu'est-ce qui explique cette musicalité alors qu'on sait que ces postes en réalité sont politiques? Quand vous allez en Chine, si nous étions en Chine, en tant que membre du comité central, c'est moi qui serais le patron de l'université de Yaoundé 2. Parce que je soutiens un régime qui a une politique universitaire. Et en Chine, c'est le parti communiste qui contrôle ça. Mais chez nous, ce n'est pas ça. Tous veulent des postes. Vous n'avez pas observé que
Certains grands intellectuels, je peux citer, c'est mon frère et mon ami, Aboya m'excuse. Aboya, vous n'avez pas vu Aboya Manassé à l'époque opposante. Ce n'est pas lui qui est conseiller technique numéro 1. Donc je peux vous prendre des exemples comme ça partout. Prenez un autre, mon collègue Luc Sinjout, qui a failli bagarrer avec moi dans les années de Brest. On dit être témoin. Parce que la bagarre entre Luc Sinjout et moi, il a osé faire croire qu'il peut taper. Je lui ai dit que tu essayes, je vais te battre et te montrer que ma mère et mon père est abattu. C'était au bureau de Fondé. Parce qu'il critiquait le régime. Luc Sinjout n'est pas conseiller spécial. Ce n'est pas un fils de Luc Sinjout qui vient de me remplacer. Est-ce que vous savez que ce garçon sort d'un conseil de discipline à l'université de Yaoundé 2 à Soir, où il a tenté de violer un étudiant? Bon, il n'est pas là pour se défendre. On ne peut pas vous laisser faire une. Non, on ne peut pas vous laisser faire cette déclaration. Oui. Non, je voudrais vous montrer que faites attention. Parce que nous parlons des intellectuels qui se taisent. Et ça démontre que tous, pour la plupart, ont intérêt à se taire parce que il y a les couloirs très poussés, les postes. D'accord. On va prendre. Ce que les gens ne savent pas. Oui. Je conclue en 30 secondes. Je vais vous faire une confidence. C'est une exclusivité que je vous dis. Ils ne savent pas que je suis même prêt à démissionner. Si la persécution persiste, je démissionne. Je repars en France où j'ai encore mon poste. Vous comprenez ce que je viens de vous dire? D'accord. J'ai encore mon poste en France. C'est-à-dire en France, où j'étais professeur titulaire, enseignant permanent, je me suis mis à la disposition de mon pays en tant que j'ai gardé mon contrat. Mon contrat existe encore en France. Mais Sanganya me dit, il n'y a pas de belles voitures, ne porte pas de beaux costumes parce que c'est l'université du Cameroun qui me donne ça. Mais professeur, peut-être justement, on voudrait que vous soyez hors du Cameroun. Et justement, Oui, ça pourrait être cette logique. C'est pour ça que peut-être votre arrivée ici, vous devez parachever ça en encadrant les étudiants qui vous font confiance. Mbok, je te l'ai dit dans cette radio. Et c'est une exclusivité que je donne à Equinox Radio. Je me suis mis en disponibilité depuis 20 ans pour servir mon pays. Personnellement, je le sais. Si la persécution continue, je démissionne. Je vous le dis aujourd'hui. Je démissionne et je pars, je continue. Vous savez, je ne suis pas comme ses collègues qui ferment le... Non, nous savons aussi que c'est en France qu'on vous a dit qu'il y avait une erreur de diagnostic sur le cas de votre consultation ophtalmologique. Bien sûr, ils m'ont percé les yeux. Ils m'ont fait toutes sortes de... Vous savez, je ne l'ai jamais dit. Et vous avez refusé de porter plainte contre ce colonel médecin. Avant, je vous donne le nom du colonel qui m'a donné des faux médicaments qui sont à l'origine de ma malvoyance depuis 8 ans. Le lieutenant-colonel médecin André Zoumou. Il m'a cassé ses yeux. Vous comprenez? Avant la mort d'Ateba Yéné, les gens ne veulent pas comprendre que Ateba était mort. J'ai été la première victime d'un attentat physique avec mes problèmes des yeux. Le colonel André Zoumou, qui je n'avais pas mal aux yeux. Je ne portais pas de lunettes. Tout le monde m'a vu conduire. Je suis allé lui rendre visite alors que j'accompagnais un collègue. Et il sort de là, il me dit, bon Dieu. Je lui dis que quand j'ai mis les yeux coulent, il me prescrit des gouttes qu'on appelle le fricon. J'ai déjà été empoisonné 11 fois. Ateba a été empoisonné. Mais alors moi je vais vous dire quelque chose. Il faut arrêter de faire croire aux gens que on peut sacrifier éternellement notre pays pour le Cameroun. Ok. Donc je vous dis, oui. Je suis à Garoua, j'ai pris service, je vais descendre au sud. Si cette affaire persiste, je démissionne de l'université. Merci. Et je repars à l'étranger. Merci, professeur Bessanganya. Madame, monsieur, c'est ici que... Enfin, cette édition, on se retrouve lundi prochain 6h. Que Dieu bénisse le Cameroun. Bonjour chez vous, information et divertissement entre 6h et 9h.